Bonjour, bienvenue à ce nouveau direct du mardi. Aujourd'hui, la thématique Bac-3, Bac+3, les enjeux d'un pilotage partagé. Donc, je vous rappelle que vous pouvez interagir sur le réseau social Twitter avec le hashtag direct IH2EF et sous menti.com avec le code qui s'affiche sur votre écran. Alors, le sujet du jour, donc le pilotage du Bac-3, Bac+3, donc, est un sujet qui est d'actualité en ce moment, notamment avec le printemps de l'orientation qui est en cours, mais aussi la fin de la phase 1 de Parcoursup. Et puis, c'est aussi des enjeux depuis longtemps pour nos institutions, que sont l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, pour mener de plus en plus d'élèves du secondaire vers le supérieur, mais aussi pour qu'ils réussissent dans cette poursuite d'études. Donc les deux objectifs de ce direct vont être de comprendre les enjeux du pilotage de ce continuum entre le Bac-3 et le Bac+3, et puis aussi de capitaliser sur des expériences de terrain ou sur ce qui se passe en académie. Voilà. Donc pour ce... pardon, excusez-moi. Ce direct aussi est organisé dans le cadre des journées d'études autour du Bac-3, Bac+3 et de ce pilotage partagé, des journées d'études qui ont commencé le 15 février et qui se termineront début mai, du 10 au 12 mai plus précisément, avec un séminaire de travail avec des personnalités de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, mais aussi des territoires pour échanger sur ce sujet. Donc pour m'accompagner tout au long de ce direct, mais vous commencez à en avoir l'habitude, Sylvaine Paul, ingénieure documentaire à l'IH2EF. Sylvaine, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et 5 personnalités donc, pour nous accompagner aussi tout au long de cette heure. Donc Monsieur Jérôme Teillard et Jean-Charles Ringard qui sont inspecteurs généraux, Madame Cécile Lecomte qui est vice-présidente de l'Université de Rennes 1 en charge de l'orientation et de la réussite étudiante, mais qui est surtout ici présente comme présidente de la COUROI, donc l'Association des responsables universitaires, orientation, insertion, entrepreneuriat. Et Madame donc Sandrine Pupini, qui est DRAIO et SAIO de la région académique de Normandie. Et enfin, Monsieur Denis Leboucher, qui est directeur de l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie. Je vous remercie à tous d'être présents avec nous en direct. Merci à tous. Et pour commencer, je vais tout de suite laisser la parole à Sylvaine pour pouvoir commencer à échanger et peut-être à débattre sur ce pilotage du continuum Bac-3, Bac+3. Oui, merci Valérie. Donc je me tourne tout de suite vers nos deux invités. Vous êtes tous les deux inspecteurs généraux de l'éducation, des sports et de la recherche. Monsieur Teillard, vous êtes chef de projet sur la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Et Monsieur Ringard, donc, vous êtes pilote du comité de suivi Bac 2021 et du lycée de l'enseignement général et technologique. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet avec la première question. Donc, quel est le cadrage du continuum Bac-3, Bac+3 ? Comment s'effectue-t-il et qui le pilote ? Monsieur Teillard, pour commencer ? Le continuum, bonjour à tous. Parfait. Le continuum Bac-3, Bac+3, c'est d'abord répondre à un enjeu qui est un enjeu de démographie étudiante, d'une très forte croissance qui est à la fois démographique, mais aussi une appétence beaucoup plus forte des lycéens à s'engager vers l'enseignement supérieur et d'une stratégie nationale qui est de répondre à 50% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. Donc on a à la fois des aspirations individuelles, on a un défi collectif d'organiser une transmission, une continuum de parcours, de sécuriser dans la meilleure des situations possibles pour réduire l'échec dans l'entrée en licence. Et en quelque sorte, c'est briser la glace entre une histoire d'un enseignement scolaire et d'un enseignement supérieur qui ont chacun leur méthode, chacun leur histoire, chacun leur processus, pour arriver à une convergence de nos outils, de nos pratiques professionnelles, de nos outils de pilotage, de manière à ce que finalement on s'intéresse à l'usager, parce que c'est ça notre finalité, l'usager au centre et faire en sorte que son parcours de choix vers l'enseignement supérieur soit un parcours sécurisé qui garantisse
au maximum à ces jeunes gens de réussir leurs études supérieures et leurs projets professionnels à terme. Monsieur Ringard, je vous passe la parole. Dans le prolongement de ce que vous a dit Jérôme, je m'autoriserai de mon côté à considérer que le continuum Bac-3, Bac+3, il est d'abord structuré, historiquement parlant, maintenant on peut dire ça comme ça, autour de 4 réformes que je mets dans l'ordre. La réforme du lycée, donc LEGT, qui a été lancée en septembre 2019. La réforme du bac, qui elle-même a été lancée en juin 2020 pour la session de 20, mais qui se termine normalement en juin 21. Mais vous savez, malheureusement, que compte tenu du Covid, les adaptations que nous avons dû faire pour aménager ce bac. Troisième réforme, c'est la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, comme le dit Jérôme, sur Parcoursup à partir de 2018, en remplacement de l'application APB, je vous le rappelle, mais en lien aussi avec le plan étudiant qui avait été lancé en janvier 2018. Et la quatrième réforme, c'est la réforme de l'orientation et de la réussite des étudiants de mars 2018. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? On a donc un continuum Bac-3, Bac+3 qui est structuré autour de 4 réformes. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est la première fois dans l'histoire, si je puis dire, du système éducatif qu'on a aujourd'hui structuré véritablement ce continuum Bac-3, Bac+3. Deuxième idée à retenir, c'est que ce continuum, il est fondé finalement sur 3 idées. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une structuration par la réforme, c'est aussi une organisation, si je puis dire, à partir d'idées qui traversent ce continuum. Il y a 3 idées qui traversent ce continuum. 1, la liberté de choix des élèves. Les élèves ont la liberté de choisir les enseignements de spécialité en première, en terminale. Ils ont la liberté d'exprimer leurs vœux en ce qui concerne Parcoursup. Ils ont même la liberté de choix, si je puis dire, par rapport au retour qu'ils ont des propositions d'enseignement supérieur à travers les oui et les oui-si. Donc, liberté de choix. Deuxième idée qui est importante transversalement, c'est l'accompagnement à et par l'orientation. On voit bien qu'aujourd'hui, ce continuum suppose et induit que la dimension pédagogique de l'orientation, j'oserais dire aussi politique d'orientation, soit davantage affirmée par des accompagnements qui soient appropriés. Et enfin, troisième élément de ces idées transversales, c'est effectivement la possibilité qui est offerte d'individualiser les parcours, l'individualisation des parcours induisant d'ailleurs aussi une diversité de recrutement. Donc deuxième idée. Troisième idée de ce continuum, c'est qu'il induit forcément une interrogation sur le pilotage. Accordons-nous simplement sur la notion de pilotage. Quelles que soient les structures que nous pilotons, vous avez une triangulation, j'allais presque dire systémique, entre une gouvernance, des politiques à conduire et de la gestion de ressources. Donc, relativement au continuum, chacun des acteurs qui pilotent, qu'il s'agisse d'un chef d'établissement à la tête d'un lycée, qu'il s'agisse d'un président à la tête d'une structure supérieure ou d'un directeur d'établissement d'enseignement supérieur, eh bien, en quoi ma gouvernance est innervée en quelque sorte par le continuum, en quoi ma politique de projet d'établissement, d'action conduite est innervée par le continuum, en quoi la gestion de ressources est elle-même innervée par le continuum. Très bien, merci Monsieur Ringard. Donc on a parlé de réforme. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'impact réel, voire l'impact attendu de la réforme du lycée et du bac sur justement ce continuum lycée supérieur? Alors, peut-être Monsieur Ringard d'abord? Alors, en ce qui concerne l'impact du continuum à travers la réforme du lycée, je vais faire un petit préalable rapidement. La structuration du parcours de formation au lycée repose sur 4 pieds, si je puis dire. 1, vous avez des disciplines de tronc commun. Toute la seconde est commune à tous les élèves. Vous avez du tronc commun en première et en terminale. Donc, il y a du tronc commun pour tous. Un point très important qu'on néglige parfois. Deuxième idée, vous avez des enseignements de spécialité à partir de la première. Ça veut dire qu'on spécialise les élèves. Ils se spécialisent d'ailleurs progressivement, y compris en prenant 3 spécialités en première et en prenant 2 parmi les 3 en terminale. On a donc une spécialisation progressive. Il ne faut pas négliger un 4e pilier de l'opération, c'est que ces enseignements de spécialité peuvent être agrémentés, peuvent être approfondis par des enseignements optionnels. Et enfin, 4e élément, on l'a dit tout à l'heure avec Jérôme, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement à l'orientation. Donc la réforme du lycée, c'est la mise en cohérence de ces 4 points. À partir de là, on a donc les choix d'enseignement de spécialité
qui conditionne en quelque sorte le parcours des élèves, y compris dans l'expression, je le répète, de ces choix, et expression des choix qui indique que donc, vu du côté des élèves, je réfléchis à la fin de la seconde aux enseignements de spécialité que je vais choisir en première, je réfléchis en fin de première à l'enseignement de spécialité que j'abandonne en première, mais que j'en garde pour autant 2 en terminale, et en terminale, c'est la corrélation qui doit exister entre enseignement de spécialité, vœux d'expression dans Parcoursup, et ensuite les vœux d'expression dans Parcoursup et les propositions d'affectation qui sont issues des structures d'enseignement supérieur. Donc on voit bien en quoi la réforme du lycée, notamment par sa dimension spécialisation progressive, induit, si je puis dire, et structure ce continuum. Parce que peut-être pour compléter d'un mot, c'est que finalement, la réforme du lycée, elle s'organise, elle change le rôle du lycée. Le lycée a été une institution créée pour passer le baccalauréat et presque à un moment donné comme un aboutissement. Aujourd'hui, le lycée est bien dans la construction d'un parcours vers l'enseignement supérieur. C'est pour l'essentiel des lycéens. On a évidemment les lycéens professionnels qui peuvent faire un choix d'insertion parce que leur diplôme leur permet et ils doivent avoir cette possibilité et ce choix. Mais c'est l'organisation d'un processus continu. Vraiment, je crois que c'est ça qui est l'enjeu. Auparavant, on avait une forme de barrière liée à la diversité des organisations administratives, à la diversité y compris des professeurs de corps différents. Et aujourd'hui, ce que l'on doit viser, c'est le parcours de l'usager. Le parcours de l'usager, lui, il doit être séquencé, il doit être organisé, et c'est tout notre travail collectif, chef d'établissement, inspecteur, responsable, président, d'organiser ce processus pour qu'il soit marqué à la fois par la liberté de choix, la personnalisation de parcours, c'est que l'a dit Jean-Charles Ringard, mais aussi par la visibilité et la lisibilité. Et je crois que le dialogue entre enseignants du secondaire, du supérieur, entre responsables de part et d'autre, il doit nous permettre de gagner en lisibilité. Aujourd'hui, l'offre, elle est très importante, vous le savez tous, vous en êtes tous d'ailleurs partie prenante. On doit arriver à se positionner vis-à-vis du lycéen, qui est-il, vis-à-vis de sa famille, pour comprendre les enjeux de ses parcours et lui offrir le maximum de possibilités en correspondance avec ses compétences, avec ses aptitudes. Je crois qu'il y a un projet qui est collectif, je crois que c'est le mot important, derrière le continuum, c'est du collectif et qui doit associer de manière structurelle le secondaire, le supérieur. Finalement, on est dans un trait d'union alors qu'on était dans une forme de séparation et d'institutionnalisation de 2 mondes différents. Aujourd'hui, c'est vraiment le petit pont japonais que nous faisons ensemble pour construire un passage sécurisé pour chacun des lycéens. Une dernière question en 2 mots. Quel est donc le positionnement de Parcoursup dans ce continuum? Quel est son lien avec le pilotage? Mais vraiment très très rapidement. Parcoursup, l'enjeu n'est pas de réussir Parcoursup, l'enjeu il est de réussir ses études. Le Parcoursup est un outil qui sert d'appui, mais il n'est pas la finalité de notre processus. Évidemment, il y a eu une focalisation depuis 3-4 ans sur cet outil parce qu'il marquait un changement, mais je crois que l'enjeu maintenant et tout l'intérêt de ce séminaire, c'est qu'on se ramène aux pratiques professionnelles, aux expériences de pilotage. C'est ça qui va faire la réussite du -3+3. Voilà, nous, on ne servira que d'appui, de levier pour l'ensemble des acteurs pour faire réussir et progresser leurs élèves. Merci. Monsieur Ringard, en 2 mots? Oui, en 2 mots, là encore, dans le prolongement de ce que dit Jérôme, c'est-à-dire que il faut éviter de considérer, ça arrive encore un peu maintenant aujourd'hui dans les pratiques, que Parcoursup, c'est une forme d'APB améliorée. Parcoursup, c'est pas simplement qu'un outil, c'est pas simplement une application. En fait, à travers le processus de Parcoursup, ça incarne en quelque sorte le continuum et ça oblige les acteurs, qu'ils soient du monde scolaire ou qu'ils soient du monde supérieur, dans l'enseignement supérieur, pardon, de travailler ensemble. Donc, autrement dit, et je trouve très bonne l'image de Jérôme, c'est la première fois que je lui entends dire ça, là, le pipon japonais, mais c'est ça que ça veut dire. Finalement, Parcoursup est une forme de passerelle, mais encore faut-il l'emprunter et faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout de l'usage de cet outil, dont je répète qu'il n'est pas simplement un outil, il engage un processus, et c'est ça vers quoi il faut tendre dans le pilotage du continuum Bac-3, Bac+3. Merci, messieurs. Je vous retrouve tout à l'heure, messieurs, après la table ronde, où vous pourrez intervenir et apporter votre éclairage. Valérie, donc, je vous rends la parole pour animer cette table ronde. À tout à l'heure. Oui, merci Sylvaine. Et on va peut-être justement pouvoir, à travers des exemples et des échanges avec
nos 3 intervenants aller dans le sens de ce que vous avez exprimé à l'instant sur ce passage, cette passerelle, et puis l'utilisation de Parcoursup. Donc ma première question va s'adresser à Madame Cécile Lecomte, justement sur l'utilisation de Parcoursup dans vos missions. Donc, et plus globalement, quels usages vous pouvez faire en fait de cet outil en termes de pilotage? Comment utilisez-vous Parcoursup au sein de l'Université de Rennes et puis peut-être aussi dans l'ensemble des universités, puisque vous êtes, donc, je rappelle, présidente de la Courroie. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour nous, Parcoursup, alors je vais m'appuyer sur ce que viennent de dire Jérôme et Jean-Charles, que je partage évidemment. C'est bien au-delà d'un outil. Parcoursup nous a permis beaucoup de choses. Je crois que ça a été, ça l'est encore, hein, mais ça a été un levier de mise en réflexion des élèves et des étudiants, puisque Parcoursup s'adresse aussi aux étudiants en réorientation. Je suis pas et donc ça a créé une vraie dynamique aussi dans les équipes pédagogiques. Alors évidemment, ce n'est pas on n'a pas attendu Parcoursup pour faire de l'accompagnement à l'orientation. Je ne dis absolument pas ça, et c'est avant tout un travail des équipes éducatives, hein, des enseignants et des psy-EN dans les établissements qui le font très très bien. Mais par contre, nous, côté enseignement supérieur, on a vu par exemple dans les salons depuis Parcoursup, on voit que les élèves arrivent avec des questions beaucoup plus précises. Parce qu'en effet, ils ont au bout du compte à remplir par exemple le projet de formation motivée. Et donc, de ce fait-là, ils vont venir nous voir et avoir des questions beaucoup plus précises qu'avant. Et ça, c'est, je trouve, extrêmement intéressant. Parcoursup a été évidemment pour nous un vrai levier pour mieux et plus travailler avec les collègues de l'enseignement secondaire, c'est sûr. Et puis, Parcoursup, de notre côté, nous, on est établissement d'accueil. Alors, dans mon université, je coordonne les commissions d'examen des vœux. On essaye d'avoir une politique d'établissement et d'avoir une approche commune. Et je crois que les points positifs que l'on relève collectivement avec mes collègues, c'est que depuis, alors c'est un travail énorme d'étudier les dossiers, mais ce que l'on en retire, c'est que l'on connaît mieux le public qui nous arrive. Parce qu'avant du temps d'APB, par exemple, on ne savait pas vraiment qui venait. Maintenant, on a une bien meilleure idée de qui vient, de quel est le niveau des élèves, des étudiants qui vont venir chez nous. Ça a déjà permis de faire évoluer l'approche en première année, vraiment. Les collègues me disent, responsables de première année, me disent qu'ils s'adressent différemment aux étudiants en début d'année parce que maintenant ils savent mieux qui ils sont. Et donc, il y a eu des vrais changements, y compris dans les contenus. Alors, évidemment, cette année, il y a tout cet enjeu qui va être l'accueil des nouveaux bacheliers. Et donc, là, on va être sur une année un peu, une année transitoire, c'est évident, parce qu'on aura, en gros, la moitié de nos promotions qui seront de l'ancien système et la moitié qui seront du nouveau système. Donc, il va falloir que l'on s'adapte. Alors, on a commencé à y réfléchir, hein, mais c'est évidemment un enjeu. Et là encore, je dirais que Parcoursup est un levier pour nous amener à mieux travailler cette réflexion et mieux réfléchir à qui vont être ces élèves qui vont arriver, quelles seront leurs nouvelles compétences. En particulier, mais Jean-Charles le rappelait, évidemment, il y a le tronc commun, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais quelles seront leurs nouvelles compétences de par les choix de spécialités qu'ils auront fait au lycée. Donc, dernier point peut-être que je voulais évoquer, dernier point que je voulais évoquer ici, c'est la fiche à venir qui, je crois, peut être un vrai bon outil de mise en relation des équipes de lycée et de l'enseignement supérieur. Ici, alors en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor, on travaille avec les proviseurs pour que cette fiche à venir puisse, alors ça va mettre du temps, mais devenir un vrai outil de dialogue finalement entre équipes pédagogiques. Et il serait extrêmement intéressant que les chefs d'établissement puissent nous dire sur la fiche, eh bien cet élève-là bénéficierait vraiment d'un accompagnement de type ici. Et si on arrive à ça, on aura, je crois, vraiment gagné quelque chose, fait un pas. Et
Voilà, Parcoursup, c'est aussi un outil avec lequel l'équipe pédagogique de l'enseignement supérieur est en lien avec le secondaire et renvoie une information vers les élèves en envoyant le classement. Et le classement qu'on renvoie, y compris pour les formations non sélectives et non intention, il est très important. C'est le regard de l'équipe pédagogique sur le dossier de l'élève. Donc, si on est classé très très loin, je pense qu'il faut que l'élève et ses enseignants l'aident à se poser des questions sur la pertinence d'aller vers cette formation. Je vais être obligée de vous couper, là, Cécile, pour laisser un peu la parole aussi aux autres intervenants. Je suis désolée. Je vais me tourner vers Madame Sandrine Pupini, donc DRAIO de la région Normandie, sur justement cette utilisation aussi de Parcoursup dans vos missions et au sein de l'académie. Comment vous l'utilisez en termes de pilotage ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, auprès d'une rectrice, en l'occurrence en région académique de Normandie, je vois 3 usages, moi, principaux, à partir du moment où on a un objectif très fort, qui est celui qu'aucun candidat, et en particulier aucun lycéen candidat dans Parcoursup, ne se retrouve sans aucune proposition d'admission. Donc Parcoursup, pour nous, il y a différentes phases jusqu'à cette fameuse commission académique d'accès à l'enseignement supérieur, où notre objectif est bien celui-ci, c'est de satisfaire toutes les demandes dans la mesure du possible. Donc 3 usages. Ça permet à la rectrice d'avoir un outil qui, en temps et en heure, permet de voir quels sont les flux, c'est-à-dire à la fois les demandes des candidats, et d'ajuster en amont, mais aussi pendant les phases qu'elles progressent, d'ajuster les capacités d'accueil dans les formations. Donc vous savez qu'un recteur est en dialogue constant avec les universités, avec les écoles d'enseignement supérieur, avec la région, avec tous les partenaires, pour faire qu'en sorte, effectivement, à la fin de Parcoursup, on ait réussi cet objectif et de remplir cette promesse que l'on fait à chaque candidat d'avoir une proposition d'admission, donc son entrée et son accès dans l'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment un produit, un outil qui permet ces ajustements en temps et en heure et en prévision, et qui joue de fait ensuite sur la construction de la carte des formations que nous avons, que la rectrice entretient dans le cadre de dialogue avec les établissements d'enseignement supérieur. Ensuite, le deuxième usage, c'est de nous permettre, tous les acteurs que nous sommes dans l'accompagnement à l'orientation, que ce soit à l'interne de l'Éducation nationale et nos partenaires, et là Madame Lecomte parle bien des bureaux d'orientation des universités, c'est de permettre d'installer ce qu'on appelle la véritable pédagogie de l'orientation, c'est-à-dire que chacun a son rôle, en amont dans l'accompagnement des choix des élèves, et messieurs les inspecteurs généraux le disaient bien, il s'agit à la fois d'aller travailler, d'accompagner chaque élève et ses responsables légaux sur les appétences, les choix, les envies, mais il est aussi de notre devoir à tous et collectivement de doter l'élève à la fois d'une vraie éducation au choix, donc ça c'est la partie éducation nationale assurée par les psychologues, l'éducation nationale, les professeurs principaux et l'ensemble de la communauté éducative, et d'être en lien avec tous les établissements d'enseignement supérieur pour mieux faire connaître, et l'outil Parcoursup pour ça est génial, mieux faire connaître les attendus, les compétences attendues. Donc on peut asseoir une correspondance, pour peu que Parcoursup, et vous l'avez dit, n'est pas qu'une plateforme de gestion entre une offre et une demande. C'est une plateforme éducative, c'est-à-dire que si elle est suivie sérieusement du début de son ouverture à décembre jusqu'à effectivement à ce que le candidat choisisse entre ses propositions d'admission, c'est un vrai outil éducatif où il trouve toute l'information nécessaire pour se positionner, pour pouvoir dialoguer avec son professeur principal, pour pouvoir préparer ses interviews quand il a la chance d'être sur un forum, qu'il soit virtuel ou en présentiel. Donc on est vraiment dans ce continuum et dans un nouvel outil que moi j'ose qualifier de pédagogique, pour peu qu'il soit utilisé tel quel par les partenaires, et c'est le cas. Et c'est vrai que au sein de cette plateforme, la fiche à venir, vous l'avez évoqué, Madame Lecomte, c'est effectivement une fiche d'évaluation et de projection et d'avis d'une équipe, mais c'est surtout une préparation pour l'élève pour se positionner, pour se situer, pour mieux se connaître encore, et surtout quand il aura le retour des propositions d'admission ou pas de propositions d'admission, un retour qui lui permet de se positionner, de se projeter mieux encore dans sa réussite dans l'enseignement supérieur. Et puis le troisième usage, alors rapidement dans les rectorats, aussi, s'il vous plaît. très rapidement.
Oui, c'est la partie technique, hein. C'est-à-dire que Parcoursup dans une académie, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup effectivement de ressources humaines. Et à la fois, vous avez un personnel technique, hein, qui est au téléphone, qui accompagne tous les établissements d'accueil, d'origine et les candidats, hein. C'est une présence très forte, mais c'est une équipe aussi qui est à disposition pour former. Tous les acteurs, en tout cas tous ceux qui touchent de près ou de loin à la plateforme. Et c'est là où, en Normandie, mais sans doute, et c'est sûr, dans toutes les régions académiques, de pouvoir mettre en place des formations spécialement pour les professeurs principaux, de réunir des enseignants-chercheurs et des enseignants de discipline pour mieux connaître les rouages, mieux se connaître dans notre réforme du bac, d'un côté, mieux se connaître dans les règles des commissions de sélection quand on est sur des formations sélectives. Donc, on a toute une équipe qui peut intervenir sur la prise en main de la plateforme, bien sûr, mais également qui intervient sur cet axe pédagogique. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée de vous couper. Je vais me tourner vers Denis Le Boucher, justement, pour avoir aussi sa vision en tant que, donc, sur la même région, Normandie, mais pas de la même institution, justement, avec l'agence régionale, l'agence de l'orientation et des métiers de la région Normandie. Quelle utilisation vous en faites au niveau de votre région de Parcoursup? Est-ce que vous pouvez nous dire, en termes de pilotage, notamment pour une région, qu'est-ce que ça importe? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, merci de laisser une place aux régions, hein, dans votre colloque, de façon un petit peu à vous donner la vision de notre collectivité, des collectivités régionales. Alors, je crois que Sandrine Puppini l'a bien souligné, il y a un volet pilotage en lien avec Parcoursup, pour dire que ce n'est pas qu'un outil, hein, comme vous l'avez bien dit, je dirais de mise en relation, mais que Parcoursup, l'analyse des flux, doit nous permettre en tant que collectivité avec vous, avec les services, hein, au sein des rectorats, c'est la carte des formations. Hein. Vous savez qu'on a en charge l'établissement de la carte des formations et qu'à un moment donné, on voit bien aussi les réflexions du moment là, que vous avez sur l'évolution de la voie technologique, qu'à un moment donné, on va aussi, je dirais, devoir partager ces formations qui ont du mal à remplir, ces formations qu'on dit très insérantes mais qui ne trouvent pas leur public. Donc, voilà, c'est un sujet, je dirais, aussi de pilotage. Deuxième volet, toujours dans le pilotage, peut-être que vous avez moins cet angle-là aujourd'hui, mais c'est tout le côté sanitaire et social. C'est-à-dire que les régions ont quand même aussi le pilotage des formations du sanitaire et social. C'est un secteur qui, en ce moment, bouge très, très vite avec le Ségur et avec, je dirais, les plans de développement et qu'il faut, je dirais, utiliser Parcoursup dans ce qu'il est au terme de l'outil, mais aussi dans la régulation des flux et bien observer, s'agissant du sanitaire et social, comment les publics, et là je rejoins Sandrine Puppini dans la dimension pédagogique à terme, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui s'orientent sur ces métiers du sanitaire et social, dont les projets mériteraient encore peut-être d'avoir été mieux serrés, et donc ça c'est des analyses que nous pouvons avoir avec l'outil dans le pilotage. Dernier point, c'est... Parce que vous êtes très centré, je dirais, formation initiale des jeunes dans leur circuit, mais c'est toutes ces reprises d'études. Et qu'à un moment donné, en tant que collectivité régionale, on a aussi, par ailleurs, vous le savez, toute la programmation autour des demandeurs d'emploi, et qu'une personne de 25, 26 ans qui souhaite reprendre un parcours ne trouvera peut-être pas la réponse dans Parcoursup, mais pourrait très bien la trouver, je dirais, dans les programmes régionaux que nous développons, notamment en ce moment dans le cadre du PRIC. Donc, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, Parcoursup, si on le prend individuellement, c'est l'outil, mais voyez tout ce que demain, dans l'analyse des flux, en termes de pilotage, et là je ne me suis pas situé en tant qu'agence, hein, je me suis situé en tant que région, collectivité, dans notre compétence transverse sur le champ de la formation. Et là je pense que vous allez me dire que je suis trop long, donc peut-être que je reprendrai un tout petit peu après la focale sur l'agence de l'orientation que nous avons structurée depuis la nouvelle compétence de 2018 sur l'info-métier. Mais ça peut-être que je peux en parler juste après si je veux vous redonner le pilotage de la réunion. Écoutez, merci beaucoup. Parfait au niveau du timing. Je vais me retourner vers Cécile Lecomte pour savoir en fait quelles actions ont été mises en place par rapport à ce continuum Bac-3, Bac+3.
Donc, de très nombreuses actions dans le cadre du Bac-3, Bac+3. Je ne les citerai pas toutes ici, mais peut-être deux temps qui me semblent importants depuis la mise en place de Parcoursup d'ailleurs, et avec la réforme du lycée encore plus. Nous avons tous, ça c'est pas que mon université, c'est globalement, nous en parlions au sein de la Courroie la semaine dernière encore, mis en place des rencontres. Alors, comme le signalait aussi Madame Pupini d'ailleurs, des rencontres avec les professeurs principaux dans l'idée de mieux expliciter les attendus de nos formations. Et en fait, bien sûr qu'on rencontre beaucoup les élèves aussi, mais je trouve que c'est peut-être même plus important d'aller à la rencontre des enseignants et des collègues psy-EN aussi, hein, bien évidemment, avec qui on travaille beaucoup, mais pour expliciter nos attendus et eux trouveront peut-être mieux que nous les mots pour les retransmettre aux élèves. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose d'important derrière cela. Ça, c'était vers les enseignants. Et puis, bien sûr, on développe tous peut-être des formats un peu différents, mais toujours dans les mêmes objectifs. Et aujourd'hui, avec l'usage accru du numérique, on met tous en place des webinaires vers les familles, vers les élèves. Et un temps que l'on n'avait peut-être pas aussi bien maîtrisé sur les premières campagnes Parcoursup, mais qui depuis l'an dernier est apparu à beaucoup d'entre nous. L'an dernier, c'était le 15 mai, je crois. Cette année, ce sera le 27 mai, le jour où les jours juste qui suivent les résultats. Faire des webinaires, par exemple, l'an dernier, j'en ai fait un sur choisir entre passe et las. Ça devait être le 16 mai ou quelque chose comme ça. Et à un moment où ils ont eu leur réponse, ils ont peut-être plusieurs oui. Et là, on revient, on va répondre à des questions plus précises. Ils ont encore évolué dans leur réflexion. Là, il y a des temps intéressants aussi pour à nouveau venir vers les élèves, leurs familles. Voilà des exemples d'actions que l'on peut mettre en place les uns et les autres sur nos territoires. Ce sont les grandes idées, mais déclinées de plein de sortes différentes. Merci Cécile Lecomte. Je vais me tourner vers Madame Sandrine Pupini pour la même question sur des actions, des exemples d'actions mis en place sur son académie. Oui, donc je vais vous ressortir les plus significatives. Alors c'est vrai que justement dans le temps Parcoursup, il y a les semaines de l'orientation qui sont prévues, donc bien sûr mise en œuvre et tout au long de l'accompagnement. Mais ce qu'a introduit Parcoursup au moment de son installation, c'est de donner la main au recteur pour reprendre contact, je dirais, avec les établissements d'enseignement supérieur et notamment les universités. Et donc, on a monté des groupes de rencontres, d'échanges et de découvertes, j'ose le dire ainsi, où des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs académiques et des enseignants-chercheurs ont ensemble découvert la réforme pour les uns, découvert les maquettes et les cursus pour les autres et sont allés jusqu'à des disciplines. Par exemple, on a les enseignants d'un IUT en mathématiques. Ils rencontrent l'équipe d'enseignants en mathématiques dans la même discipline en lycée et travaillent de concert sur des binômes, du bi-enseignement en lycée et à la fois en première année d'IUT pour comprendre ensemble comment ils peuvent monter une progression pédagogique parce que l'idée, c'est toujours la réussite de l'étudiant. Donc, mieux le préparer en amont et en aval et dans une rencontre pédagogique. Parce que si dans le Bac-3+3, nous avons tous le souci de la projection du jeune, la cohérence, sa motivation, sa capacité à réussir, on a, à travers l'implantation de Parcoursup, dans plusieurs académies, profité du fait de faire rencontrer les équipes parce que l'influence d'un enseignant sur les choix d'un élève de terminale ou de première est très conséquent. Donc, il fallait mieux les informer et mieux les inclure dans ce bac le -3+3. Et puis, pour terminer, je vais couper un petit peu court aux actions. En région académique Normandie, la rectrice et le président de région sont entrés dans une expérimentation qui nous était permise, c'est-à-dire de mettre à disposition du personnel de l'éducation nationale à la région, donc en l'occurrence à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, pour justement assurer la nécessité du besoin des lycéens sur l'information sur les métiers, les formations, ce à quoi effectivement répond à l'agence
Et là, je vous laisse faire la transition avec Donc, mon collègue donc, Denis. Monsieur Le Boucher, si vous pouvez nous en dire un peu plus et nous présenter des actions menées par la région. Alors, vous dire effectivement que l'agence aujourd'hui existe depuis 1 an et que nous avons cette action expérimentale pour 3 ans, comme la loi nous l'a permis, comme le disait Sandrine Puppini. L'objectif, c'est fédérer les établissements sur des territoires, c'est éviter d'aller, je dirais, de manière trop isolée sur tel ou tel établissement, mais fédérer des initiatives, emmener avec nous les branches, les filières, les OPCO, sur les territoires de façon à massifier et faire que quand on déplace tous ces acteurs sur une zone territoriale, eh bien, on puisse, je dirais peut-être ce jour-là, créer l'événement. On associe les EPCI et les territoires de façon à ce qu'ils nous mettent à disposition des moyens. Et voilà. Bon, alors évidemment, avec le Covid, on a trouvé des moyens virtuels là, en dépannage, mais on espère reprendre notre vitesse de croisière pour animer et aller au plus près des élèves et surtout massifier les initiatives. Donc ça, c'est vraiment le rôle des coordonnateurs. Je citais tout à l'heure que la région a en charge avec le rectorat la définition des schémas de formation initiale. L'agence s'est vue confier la promotion des nouvelles actions de formation que nous mettons en place. Évidemment, si on les met en place, c'est parce qu'elles sont porteuses et que, je dirais, elles sont souhaitées par les secteurs économiques. Et donc, notre job au niveau de l'agence, c'est de faire la promotion selon, je dirais, le niveau de diplôme, bien évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est bien de soit rayonner à l'échelle de la région, soit rayonner à l'échelle d'un territoire pour faire la promotion de tel CAP, de tel BTS, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi une des activités qu'on a repris de l'ex-ONICEP en région avec la production des guides. Et on souhaite que vraiment les guides que nous produisons fassent du lien avec nos politiques économiques des filières sur la Normandie, hein, sur ce que je connais en Normandie, mais aussi de l'aménagement du territoire et de ce qui nous remonte dans les perspectives de besoins de main-d'œuvre sur les prochaines années. Et juste pour finir, sur le volet du SUP, nous travaillons avec les universités, avec la commu normande, sur quelque chose qui a été un tout petit peu souligné tout à l'heure, c'est comment, je dirais, on parle métier à des processus de formation qui ne sont pas toujours très lisibles, excusez-moi l'expression, du côté des élèves. Alors, encore en licence, ça va, mais quand on parle ensuite de parcours autour des masters, on a quelquefois des noms de masters qui, je dirais, méritent d'être exprimés en termes de débouchés métiers. Et ça, c'est une demande que nous avons de la part du monde universitaire en Normandie, c'est de voir comment on pourrait faire la promotion d'ambassadeurs métiers qui sont passés par les universités pour donner à voir des parcours et des parcours réussis, je dirais, de personnes qui sont devenues cadres, qui sont devenues responsables économiques en territoire. Voilà, je crois que votre temps est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant me retourner à nouveau vers Madame Puppini par rapport au partenariat et la gouvernance qui est mise en place sur son territoire. Donc, je vais vous demander d'être très bref puisqu'on est en train d'exploser les temps. Oui, alors... très bref et puis à la limite synthétique en vous disant que dans l'académie, on est surtout sur les dispositifs institutionnels qui sont prévus, donc un comité académique formation post-bac qui nous permet de réunir tous les partenaires, l'enseignement supérieur, d'établir des bilans ensemble et puis notamment d'avoir des actions spécifiques. C'est dans ce cadre, par exemple, qu'on a mis en place ces liaisons, surtout tirées sur le volet pédagogique. La rectrice a installé une nouvelle délégation régionale à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc, il est vrai qu'on a beaucoup d'instances, et je laisserai Denis Le Boucher parler du CREFOP aussi, par exemple. On a beaucoup d'instances où on se réunit régulièrement en Normandie, où on fait le point, et on est toujours à ce moment-là sur cette notion d'ajustement. C'est-à-dire qu'on est tous solidaires pour que aucun candidat normand ne reste sur le carreau, et surtout pour améliorer les choix d'orientation qui certes restent de la liberté du candidat, mais surtout où chaque acteur autour de lui doit éclairer et doit ne pas hésiter d'envoyer vers des filières qui mènent à l'emploi, insérant en Normandie. Je vais demander peut-être à Monsieur Le Boucher s'il veut compléter et expliquer les partenariats peut-être qu'ils ont mis en place sur la région. Sur ce qu'on appelle, nous, le développement de l'ambition. Au-delà de simplement, je dirais, la notion de formation et de parcours, c'est comment, à un moment donné, sur des territoires ruraux,
sur. Je ne fais pas le traditionnel politique de la ville parce que je crois qu'on a beaucoup de zoom sur la politique de la ville et beaucoup de politiques, je dirais, d'accompagnement, mais regardons sur des zones, sur des régions comme les nôtres, hein, il y en a plein d'autres, où effectivement, avec des partenariats comme la FEF, comme Objectif Premier, avec Chemin d'Avenir, on peut aussi à un moment donné travailler à développer l'ambition et notamment, et je finirai peut-être sur ce point-là, sur le volet égalité, mixité et faire qu'on donne à voir des parcours réussis et donner envie à des jeunes qui, en ville moyenne, n'avaient pas forcément imaginer pouvoir envisager des études supérieures. Merci beaucoup. Je me tourne pour finir vers Cécile Lecomte sur des partenariats et sur cette gouvernance. Sur cette question de la gouvernance, nous, en région Bretagne, sur l'Académie de Rennes, on a la chance d'avoir eu un PIA 3, territoire d'innovation pédagogique, qui s'appelle BRIO, Bretagne Réussite Information Orientation. Et donc, ce projet embarque les 4 universités, le rectorat et la région Bretagne. On l'a vraiment co-construit, pensé ensemble, vraiment. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision commune, je crois, de l'accompagnement à l'orientation. En tout cas, on essaie de la développer, hein, la vision commune de l'accompagnement à l'orientation sur notre territoire, mais on est sur les mêmes problématiques qu'évoquait M. Le Boucher. Je ne vais pas reprendre, hein, ouvrir le champ des possibles en fait pour tous les jeunes de notre territoire. C'est bien ça qu'on veut tous faire, je crois. En termes de pilotage, eh bien... Cécile, je vais vous couper parce que je vais annoncer de toute façon que vous aurez une présentation de BRIO lors d'un webinaire au mois d'avril. Vous aurez accès via le site de l'IH2EF qui présentera en fait le dispositif. Donc vous aurez l'occasion. Donc j'ai moins de frustration à vous couper, Cécile Lecomte. Je suis désolée. Merci en tout cas aux intervenants de cette table ronde. On va continuer d'échanger très rapidement. Je laisse la parole à Sylvaine. Merci, oui, je me retourne vers messieurs Teilhard et Ringard, donc nos inspecteurs généraux, qui ont assisté à cette table ronde. Et je voulais savoir, monsieur Teilhard, pour commencer, avez-vous un commentaire ou des éclairages à apporter à ce qui vient d'être dit, mais très très rapidement, s'il vous plaît. Juste en deux mots. En fait, ce qu'on voit, c'est vraiment l'effet levier, c'est-à-dire levier de la prise de responsabilité des acteurs sur le positionnement, son positionnement par rapport à son environnement, et puis d'ouvrir des champs de réflexion. Peut-être que la situation antérieure ne permettait pas de traiter de manière aussi aiguë le parcours de l'élève, la réflexion, la formation des acteurs, professeurs principaux, inspecteurs, l'articulation SCOSUP, le partage avec la région, dans la construction d'une offre de formation. Voilà, je pense que c'est ces éléments-là, à la limite, c'est ça qu'on voulait faire. On est bien conscient que Parcoursup était l'outil qui générait une accélération des processus de mise en responsabilité et d'action des acteurs. Et pour ça, c'est plutôt réussi parce qu'on voit que les acteurs s'en emparent. Et en même temps, on est bien conscient, et je pense que c'est l'objet précisément de ce webinaire et puis toute la démarche, c'est qu'on a besoin de passer une nouvelle étape, qui est l'étape pilotage, qui met en plus encore en responsabilité, et les outils tels BRIO, tels du PIA, en fait, viennent au bon moment, parce qu'ils sont en appui d'une évolution qui maintenant se stabilise. Donc voilà, maintenant c'est le temps du pilotage, le temps de la prise de responsabilité des acteurs, et où l'outil s'efface un peu derrière les enjeux structurels de parcours. Merci beaucoup, monsieur Teilhard. Monsieur Ringard, quelques mots ? Oui, toujours dans le prolongement. Ça veut dire que donc aujourd'hui, on passe en quelque sorte au temps du pilotage, et quand on voit les 3 exemples qui ont été cités tant par Cécile que par monsieur Boucher ou par madame Puppini, on voit bien que finalement le pilotage, il y a 3 niveaux de pilotage. Premièrement, en dehors de l'impulsion nationale, en dehors de Parcoursup en tant qu'outil, donc je rappelle que c'est pas simplement un outil, et qui va bien au-delà, c'est ça veut dire qu'il y a une réalité, on va dire, du pilotage intermédiaire, qu'il soit incarné par les recteurs, par les présidents de région, qu'il soit incarné par les présidents de structures universitaires. Autrement dit, le premier niveau de pilotage, ce sont que les responsables locaux à dimension régionale, quelle que soit la structure, travaillent ensemble. Donc, en quoi, effectivement, c'est un accélérateur de travail collectif au niveau des décideurs intermédiaires ou des décideurs locaux, et sans être péjoratif, naturellement, sur le qualificatif. Deuxième niveau, dès l'instant où ces décideurs mettent en mouvement quelque chose, il faut qu'il y ait
en quelque sorte, l'appropriation au niveau des établissements, quels qu'ils soient. Appropriation au niveau des établissements, ça suppose, particulièrement s'agissant des lycées, que nous réinterrogions les fonctions de profs principaux, que nous réinterrogions les fonctions de profs référents. La place de la famille, des parents et des élèves dans cette articulation au niveau des établissements. Et puis, il y a, me semble-t-il, un troisième niveau, et c'est tout simplement le niveau de l'élève en tant que tel. En quoi l'élève, dans le processus de pilotage, devient-il un véritable acteur? On a tous parlé de l'élève acteur. La question, c'est pas d'en parler, c'est de faire. Et en quoi, du coup, cette approche nouvelle permet de renforcer la dimension acteur des élèves dans leur propre processus d'orientation. Et donc, insiste beaucoup dans cette dimension pilotage du continuum, là encore, sur une triangulation fonctionnelle. Il y a un des sommets du triangle isocèle, c'est les cadres, sous-entendu les responsables locaux, régionaux. 2, les responsables d'établissement, et je vais jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire naturellement l'ensemble des collègues enseignants. Et puis le troisième point, c'est un acteur, c'est l'élève. Comment l'élève participe finalement, lui aussi, à son propre processus d'orientation. Merci beaucoup, Monsieur Ringard. Merci, messieurs. Merci à tous les intervenants. Je vais repasser la parole à Valérie, puisque moi-même, je vais me déplacer dans une autre pièce du studio pour aller présenter le point ressources en fin d'émission. Merci à tous et à très bientôt. Merci Sylvaine. Une question qui est plutôt une remarque. Alors je m'adresserai peut-être plus particulièrement à Monsieur Ringard, puisque c'est vous qui avez parlé, donc et présenté les 4 réformes. On a une remarque qui nous dit il n'y aura de continuum que si les 4 réformes ne sont pas seulement juste exposées. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Oui, effectivement, elles ne sont pas juxtaposées. Et ça m'interroge sur la manière dont le collègue qui pose cette question les perçoit encore. Parce qu'effectivement, chronologiquement, on a la réforme du lycée, LEGT, ensuite on a la réforme du bac, on a la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, et en gros, on a la loi Auré qui court au-delà des licences et master compris. Il est clair que ces 4 réformes ont été conçues, rédigées, en ayant en elles-mêmes une continuité, si je puis dire. L'une est en interdépendance à l'égard de l'autre. Bon. Deuxième idée, là, aujourd'hui, on est objectivement sur Parcoursup, mais cet outil Parcoursup, finalement, incarne, en dehors d'un outil d'affectation, il incarne un processus qui assure la fluidité du parcours des élèves. Je pense donc que nous avons les conditions, en quelque sorte, liminaires sont réunies pour donner véritablement corps à ce continuum et faciliter, en quelque sorte, la fluidité de parcours des élèves. Mais, pardon d'ajouter un point, je reviens là-dessus, c'est pas parce qu'on a des conditions liminaires qui sont désormais établies qu'il faut négliger la dimension pilotage de l'opération maintenant. Hein. C'est-à-dire, toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne. Maintenant, pilotons dans les conditions qu'on a exprimées tout à l'heure. Alors, pour être dans la même thématique, je vais m'adresser maintenant à Monsieur Teilhard. On a une question sur les réformes récentes encore. Donc, est-ce qu'elles impactent en fait les choix futurs des élèves dans leur poursuite d'études? Est-ce qu'on a un retour? On a un retour aujourd'hui sur des éléments qui ont évolué sur la réussite étudiante, avec des mesures. Il y a une étude du CIES d'octobre 2020 qui montre une évolution qui est assez notable sur les taux de réussite, c'est-à-dire le taux de passage de L1 en L2, et qui notamment s'analyse au regard de, une évolution de la population de ceux qui vont vers l'université, et qui est en partie liée aussi à la logique des attendus, meilleure visibilité de quelles sont les attentes. Deuxième élément, c'est les parcours de personnalisation, les WICI, fameux WICI, et je trouve, moi, je saisis aussi cette question sur ce qui est intéressant dans la mise en articulation des réformes qui évoque Jean-Charles Ringard, c'est voilà, l'université aujourd'hui, eu égard à l'évolution de la réforme du lycée, son aboutissement en quelque sorte, à l'occasion de réinvestir les WICI au regard aussi de la diversification des profils. On a des candidats qui, je pense, des lycéens, qui sont plus allants en demande de personnalisation de parcours parce qu'ils auront été, depuis le lycée, finalement instruits à la liberté de choix, instruits à je fais mon parcours, je le construis, et vont être demandeurs à l'université de cette modularité, en quelque sorte, qui leur permet de construire leur parcours. Et je pense que ça, c'est aussi l'évolution du service public. On n'a pas un service public qui est
pour une génération entière, on a pour des individus qui ont un parcours, qui changent, et je pense que c'est ça à la fois la difficulté, mais le superbe enjeu qu'on a tous collectivement à partager. Et je rejoins des réformes, elles sont organisées pour qu'ensuite elles puissent être mises en œuvre et synthétisées sur le terrain. C'est ça, c'est évidemment spécialement difficile, et c'est pour ça qu'on le partage tous ensemble, mais en même temps c'est extrêmement riche parce que c'est pas si courant, et je crois que c'est ce que disait aussi Jean-Charles Ringard au départ. D'habitude, on a toujours des écarts très différents entre une réforme de l'enseignement scolaire et une réforme du sup. Elles sont pas construites en même temps, elles sont pas construites en cohérence. Là, on a la chance d'avoir quand même dans une temporalité qui permet de créer pour chaque acteur qui pilote une cohérence qui va définir lui-même avec ses partenaires. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter un point? Allez-y. Juste un point en 2 mots. Ce qu'il faut bien comprendre, si je puis dire, dans ce continuum Bac-3, Bac+3, c'est qu'on est les uns et les autres dans un moment de l'histoire, on est au XXIe siècle, d'élévation du niveau de formation. L'élévation du niveau de formation aujourd'hui s'incarne aussi par ce continuum. Nous ne sommes plus dans la finalité du lycée qui était en soi une fin en soi, mais on est objectivement sur une poursuite d'études qui doit amener les générations futures et d'aujourd'hui et futures à aller plus loin encore. Donc il y a ce continuum Bac-3, Bac+3, je ne veux pas être excessivement pompeux, mais il y a un enjeu démocratique sur lequel j'insiste. Il y a un enjeu démocratique. Et cet enjeu démocratique, c'est 1, on élève les niveaux de formation. 2, on fait en sorte de se poser la question des genres, il y a un peu moins de marquage genré. 3, on se pose la question du marquage social. C'est ça aussi le continuum. Et c'est parce qu'il y a ces 3 réflexions à avoir, élévation, genre, CSP, on va dire ça comme ça, qu'il y a une nécessité absolue d'un pilotage de ce continuum. Ok, merci. Je vais donc une dernière question, puisqu'on va être dans les temps. Donc, je n'aurais pas posé toutes les questions, mais tant pis. Mais c'est une question assez rapide. Je me demanderai peut-être à Cécile Lecomte et si Madame Puppini a d'autres veut compléter, mais très rapidement. Donc, où est-ce qu'on peut trouver? Vous avez parlé donc un certain nombre d'actions sur ce continuum, hein, Bac-3, Bac+3, où on peut trouver les actions mises en place par les universités ou les académies sur ce sujet du continuum, sur toutes les actions que vous mettez en place. Comment peut-on être informé, en fait? Alors, peut-être côté université, déjà, j'engage tous les collègues qui posent, enfin, ou la collègue qui pose cette question, à se rapprocher du SUIO, le service universitaire d'information et d'orientation des universités de son territoire. Je pense pouvoir dire que sur tous les des sites web des SUIO, vous allez trouver les références ou au moins les contacts pour connaître ces informations. Et puis peut-être qu'on peut quand même citer en ce moment le printemps de l'orientation qui est un temps fort de ces actions. Et donc on peut, là pour le coup, en passant par le site de l'ONICEP, on a la carte la carte de France qui pointe sur toutes les régions académiques et sur les pages dédiées sur les régions académiques. Et au moins pour le printemps de l'orientation, on a là référencé tout ce qui va se dérouler. C'est un élément de réponse. Je compléterai juste en disant que sur les sites académiques, il y a des actualités où il y a des thématiques et là vous retrouvez toutes les actions et les événements phares. Donc il y a des comptes rendus, comme un peu des comptes rendus mais publics réguliers sur les sites des rectorats. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais laisser la parole tout de suite à Sylvaine Paul pour nous faire une présentation des ressources liées à la thématique de ce direct. Sylvaine, c'est à toi, en studio. Oui, merci Valérie. Nous revoici donc, comme à l'accoutumée, pour vous présenter donc, le point ressources que vous retrouvez sur notre infographie habituelle qui circule, que vous avez l'habitude de croiser maintenant. Alors, première ressource, donc, le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation nous présente les parcours de réussite dans l'enseignement supérieur. Vous allez retrouver sur ce site donc, les objectifs et la genèse de ces parcours, avec notamment des exemples qui ont été menés dans les établissements. Premier exemple dans l'Université d'Angers, un dispositif avec des témoignages d'étudiants qui en ont bénéficié, et un deuxième témoignage ici donc, sur l'Université Paris-Descartes et leur dispositif Paréo. Voilà. Je vous invite à aller regarder ces capsules, il y en a plusieurs, elles font moins de 3 minutes, c'est assez rapide. Sur le site Parcoursup maintenant,
Des informations bien sûr destinées aux jeunes qui sont en voie d'orientation, donc les différentes étapes du parcours, différentes ressources d'accompagnement, et puis bien sûr des liens vers les sites utiles aux jeunes qui vont s'orienter, avec bien sûr le rappel des réseaux sociaux. Une autre ressource, cette fois-ci, c'est un ouvrage qui a été écrit par Frédéric Wexler, donc inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, qui s'intitule donc l'orientation scolaire, paradoxes, mythes et défis. Donc Frédéric Wexler est une experte dans le domaine de l'orientation et du décrochage scolaire, donc je vous invite fortement à consulter cet ouvrage. La ressource suivante concerne les cordées de la réussite. Donc vous allez le retrouver sur le site du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Voilà, vous présente les dispositifs, son origine, ses objectifs et bien sûr les établissements qui participent, comment participer, tous les aspects juridiques et financiers de la mise en place de ce dispositif. La ressource suivante, donc vous allez la retrouver sur le site de l'IHESEF et elle concerne les journées d'études Bac-3, Bac+3. Donc une réflexion nationale qui est menée jusqu'en mai 2022 et qui sera donc ponctuée de divers événements que je vous invite à consulter sur le site de l'IHESEF, comme je vous le disais à l'instant. Et la dernière ressource donc, concerne le site de l'ONICEP, bien sûr un incontournable en matière d'orientation. Donc ONICEP Doc, ici plutôt réservé aux professionnels, qui va concerner tout ce qui est statistique. Donc les statistiques de l'ADEP et du SIES qui vous présentent les taux de réussite, les taux d'insertion et tout ce qui est information statistique sur l'orientation et l'insertion. Et le dernier site, donc plutôt destiné aux jeunes qui s'orientent cette fois-ci, donc mon orientation en ligne avec tous les dispositifs d'accompagnement et de réponse aux questions donc, qui peuvent se poser lorsque on est en phase de sélection de sa voie future. Voilà pour ce point ressources. Je vous rappelle que sur le site de l'IHESEF, vous pouvez retrouver tous les replays des émissions précédentes, accompagnés de leur infographie de synthèse, ainsi que la programmation des directs à venir. Donc vous retrouverez très prochainement le replay de ce direct avec l'infographie et notamment les ressources que je viens de vous présenter. Le prochain direct aura lieu le 6 avril et traitera cette fois-ci de l'oralité. L'oralité, un parcours à construire. Je vous remercie d'avoir suivi ce point ressources. Je repasse la parole à Valérie en studio et je vous dis donc rendez-vous le 6 avril. Merci, à très vite. Merci Sylvaine. Écoutez, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est remercier une nouvelle fois les intervenants à ce direct. Merci beaucoup à eux d'avoir été présents pendant cette heure et à leur témoignage et à leur expertise qui nous ont largement enrichi encore. Juste vous le rappeler que dans le cadre des journées d'études sur le continuum Bac-3, Bac+3 et son pilotage, la masterclass à la Moissino qui aura lieu ce vendredi à 17h. Donc toutes les informations sur le site de l'IHESEF. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.